Retour sur un week-end brésilien spectaculaire. Norris triomphe à Sao Paulo. Antonelli impressionne. Verstappen limite la casse pendant que Ferrari sombre et que Piastri pénalisé s'effondre sous la pression. Retour également sur l'affaire qui secoue le paddock. Felipe Massa lance son combat judiciaire contre la F1. Son titre a-t-il été volé en 2008 ? 17 ans après, quelles sont ses chances de récupérer sa couronne mondiale ? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdo sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, vous le savez, chaque lundi. Merci infiniment pour votre fidélité. La dernière émission avec Ayrton Senna a dépassé déjà les 150 000 vues. Allez la voir, Senna et moi, avec Lionel Froissart. En tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio pour faire la vaisselle ou le jogging le dimanche matin sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Allez, avec comme fan du paddock, cette semaine en plateau, Miss DRS Queen, Justine Pélisson. Salut Justine. Salut Olivier, bonjour à tous. Elle a le sourire parce que Max a très bon week-end. A passé un bon week-end. Un passionné de F1 et de course auto-moto depuis toujours, fan de McLaren, journaliste animateur et il est un peu en pré-retraite. Il s'est reconverti dans l'entrepreneuriat et les startups IA. Monsieur Gaël Poès, salut Gaël. Poès, j'ai dit Poès, mais j'ai même plus articulé, mais c'est n'importe quoi. On le surnomme 44, numéro fétiche de son chouchou Lewis Hamilton. Il supporte l'écurie Mercedes, Laurent Pentanach. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. Il est le gardien du temple, ou plutôt de l'église Ferrari, alias ton ami, monsieur Alain Diduca. Salut Alain. Bonjour à tous. Tu n'es pas en noir Alain aujourd'hui ? Non, pas tout à fait. C'est un temple italien en ruine. Rouge et noir. Voilà. Quant à moi, je suis un supporter, je demeure jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, un supporter de Fernando Alonso. T'es celui qui est bien parce que tu vas pas avoir besoin de changer de trucs. Moi, tu vois, je me pose la question de l'après Hamilton. Toi, tu n'as pas ce problème. En fait, dans 30 ans, il y aura les enfants il y aura la petite de Kelly et Max Verstappen qui sera en Formule 1 et tu auras toujours Fernand. Le contrôle de cette émission. Oui, parce que, ouais. Un mot au sujet de notre sponsor de cette émission, à savoir Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs deux bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, ce qui exclut donc Laurent. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qu'il ne permet pas de s'enrichir, qu'il n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci, un énorme merci à Winamax qui sponsorise cette émission. Les amis, en préambule de cette émission, avant d'entamer vos tops et vos flops, retour sur le classement du Grand Prix du Brésil. 7e victoire de Lando Norris sur McLaren devant Kimi Antonelli sur sa Mercedes. Quelle remontada de Max Verstappen parti des stands pour prendre la 3e place sur la Red Bull. Oscar Piastri se classe 4e devant le pilote Mercedes George Russell. 6e, le rookie Oliver Biermann sur sa Haas, suivi des deux pilotes Haas, Lamieuxson et le français Isaac Hadjar. Autre français dans les points, Pierre Gasly est 10e. Esteban Ocon, lui, se classe 12e. Mesdames, messieurs. Radio check. Loud and clear. Retour donc sur vos tops et sur vos flops du Grand Prix du Brésil. On commence tout de suite par vos tops avec Gaël. Ouais, et ben moi mon top c'est Lando Norris. Alors évidemment il y a Verstappen qui a fait une prestation hors norme, mais on va en parler. Mais pour moi c'est Lando parce que il a quand même gagné. Il a été irréprochable tout le week-end. Et c'est rare que tout le week-end, tout roule, il a été parfait, il a vu personne, il n'a pas fait d'erreur, il est resté maître de lui, impeccable. Sauf au premier tour de la Q3 quand même. Il s'ait fait peur là. Mais il a rattrapé. Il a géré. Il a signé la pole en sprint, il a signé une victoire en sprint, il a eu la pole position pour le Grand Prix. En victoire, rythme parfait, stratégie limpide, magistrale. Et puis surtout, il s'est rattrapé. Après ce tour, il s'est qualifié, il a fait la pole sur un tour. Il n'avait pas de joker, rien. Il a gagné. Un Norris vraiment transformé, on en parlait avant de commencer cette émission, Justine. Il a dominé la course de bout en bout, vraiment, même jusqu'à la gestion des pneus, aucun faux pas. On a l'impression que apaisé.
les rôles se sont inversés avec son coéquipier Oscar Piastri. Hein. Et on le voyait en débrief même à la fin de la course, il s'élève mais il est très mesuré. On le sent qu'il est vraiment très reconnaissant vis-à-vis de l'équipe, mais même on le voyait en débrief après en entretien post-course. Moi, je le trouve très modéré par rapport à la suite. On le challenge beaucoup sur comment il voit la suite du championnat, est-ce qu'il n'est pas leader déjà. Mais il essaye de vraiment mesurer ses propos. Il ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je le trouve très concentré et vraiment très serein, apaisé, je pense que c'est le bon mot. Et il a l'air... je pense qu'il a beaucoup... Il n'arrête pas de dire qu'il fait attention de ne pas se faire attaquer et pas se faire atteindre par le bruit externe. On n'arrête pas de dire, oh là là, Norris, il va craquer. N'écoute pas ceux qui disent de la merde de toi. Exactement. Et je pense que c'est bien, ça représente vraiment son état d'esprit actuel. En début de saison, on l'a vu vraiment très fragile, pas solide. Il s'est beaucoup, je pense, affecté par l'externe. Et là, on le sent beaucoup plus, je pense, serein et apaisé. Laurent, Lando transformé? Ouais, on l'a pas toujours vu, tu sais, on l'a vu parfois. En fait, ça se voit dans le regard de Lando. Quand il va pas bien, il a un regard qui est assez sombre, tu vois. Tu vois. Et là, finalement, on l'a trouvé assez cool, même quand on lui a posé la question en disant alors, ça y est, tu envisages, tu vois, le titre. Il a dit non, bien sûr qu'il envisage le titre. Hein, mais ils sont là que pour ça. Mais tu le sentais que il y avait une sorte de détachement. Et il faut le reconnaître. Hein, et on a dit des choses plus dures sur lui sur le début de la saison, au moment où Piastri était sur le devant. Effectivement, je sais pas si Piastri a la pression, hein, on a un sujet là-dessus. Mais pour Lando, ouais, il a réussi je pense, à combattre une partie de ses démons, quoi. Tu vois, tu le sens dans... Il a très certainement un nouveau coach ou quelqu'un qui vraiment l'aide à travailler, parce que tous, faut pas rêver, ils ont tous des mecs qui font des préparateurs mentaux. Et là, il y a quelque chose qui a été changé dans la méthode de Lando et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il est beaucoup plus posé, il se projette beaucoup moins et... Il y a un vrai travail qui a été fait. Un qui travaille beaucoup sur lui en ce moment, c'est Don Camille, hein, après les résultats de Ferrari, bien sûr. On en a beaucoup parlé ensemble, Don Camille, dans cette émission de l'instabilité. En début de saison, il n'arrêtait pas de se plaindre du comportement de sa voiture alors que c'était la meilleure du plateau. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Lando Norris? Je dirais c'est surprenant. Et comme tu as très bien dit, les deux courbes se sont totalement inversées. Iceman est devenu beaucoup plus nerveux, fait beaucoup plus de fautes, ou enfin il fait vraiment des fautes, quoi, et quasiment à tous les grands prix. Donc Lando, il est plus calme, il est plus posé et il est focus. Voilà, c'est un grand prix après l'autre et c'est sans doute la meilleure méthode qu'il fallait suivre. C'est surprenant parce que c'est pas sur lui que j'avais misé il y a quelque temps, mais bon, il n'y a rien à faire, quoi. On voit Oscar, Oscar, il est 6e sur si on prend les points des Grands Prix après Monza, il est 6e. Alors ça, c'est la grosse surprise. Bilan donc, Camille, alors que Lando n'avait qu'un point d'avance sur Piastri avant le Grand Prix du Brésil, il quitte Sao Paulo avec 23 points d'avance. Il a fait le plein. Justine, on enchaîne avec toi et ton top cette semaine. Sans surprise, c'est Max Verstappen, évidemment. C'était un week-end qui a très difficilement commencé pour Max, même s'il signe une belle performance en sprint. Il sauve les meubles, hein, il fait une 4e position. Par contre, ensuite, on l'a vu en qualif le soir. Il n'a pas passé la Q1. Ce qu'on n'a jamais vu, c'est historique pour Max Verstappen. Donc là, on était très mal parti côté Red Bull. La voiture avait énormément de difficultés. Et en fait, le Red Bull a fait un très bon choix. Je pense que c'était vraiment de remettre à plat tout le moteur et de vraiment retravailler, reprendre la voiture de zéro. Ce qui était un pari quand même. Mais bon, ce qui a pu équiper Max dans une voiture exceptionnelle, puisqu'on a vu le lendemain, il est parti des stands et il nous a fait une remontada exceptionnelle à la Max Verstappen. Il a aussi bénéficié des faits de course, mais il est arrivé 3e. Donc il a signé un podium. Moi, j'ai presque cru qu'il allait remonter sur Kimi et arriver en 2e position. Mais je pense que c'est quand même exceptionnel de le voir signer cette 3e place et de gagner des points qui sont quand même importants, même si je pense que la vision du championnat s'éloigne un petit peu plus. Mais voilà, un très beau week-end. Donc Camille, c'est également ton top, Max Verstappen. Oui, parce qu'à partir du moment où il se défait je dirais, des pilotes qui étaient devant lui, il a été le plus rapide, en fait. Il était plus rapide que Lando. À un certain moment, quand vraiment tout se dégage, il est à quelque chose comme 15-16 secondes de Lando, il termine à 10, quoi. Donc c'est lui qui a été le plus rapide lorsque il s'est battu avec des gens de son niveau et qui ne le freinaient pas nécessairement. Donc juste parfait.
Voilà. Laurent, une réaction? Lando l'a dit d'ailleurs. Lando a dit ça, il a dit on n'était clairement pas les plus rapides, sous-entendu Max l'était. Moi, j'étais très impressionné et surtout je trouve qu'il a fait que la course était vraiment intéressante parce que des fois on a eu des courses où on ne voyait jamais Max Verstappen, il était devant et les caméramans ne se mettaient jamais sur lui. Il a doublé, dès qu'il a eu une opportunité, il a doublé. Il a jamais dit est-ce que j'y vais pas, y compris dans le S et tout, donc de Senna. Donc il faut pas oublier quand même qu'il a eu une crevaison au départ. Hein. Le truc fou quand même, c'est le mec démarre et il se retrouve à avoir une crevaison dès le départ. Donc en partant des stands, il se repasse par les stands de suite après quoi. Donc bravo. Gaël, et je suis pas habitué de dire, mais il m'a régalé. Gaël, c'est vrai qu'il a fait une belle course et le choix aussi d'avoir un moteur peut-être qui était un peu plus performant. Je trouve que tout est assez fascinant dans ce week-end de Max. D'abord, il fait une prestation, tu l'as dit Justine, correcte dans le sprint. Quelques heures après, il se ramasse littéralement, visiblement, de sa faute à lui, parce qu'il a demandé des changements de réglage, parce qu'il pensait pouvoir faire encore mieux et qu'il s'est trompé. Le lendemain, ils lui font une voiture toute neuve, avec, on peut imaginer, encore d'autres réglages. Et là, d'un seul coup, cette voiture, un moteur neuf, et là, d'un seul coup, cette voiture, elle vole. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Je sais que Red Bull a une capacité à toujours surfer avec la légalité. J'ai entendu des commentaires des gens de chez McLaren s'étonner aussi que d'un seul coup, la voiture fasse une telle montée et en disant, nous, le moteur Mercedes, il n'y a pas une telle différence entre un vieux moteur et un moteur neuf. C'est quand même assez suspect, je trouve. Mais en tout cas, c'est magnifique. Mais ça reste assez étonnant, quoi. Presque un peu trop. Il y a eu des précédents. On se souvient, Laurent, l'année où Max Verstappen a remporté son titre. Mercedes avait fait le même choix pour Hamilton de le chausser durant les 2 ou 3 derniers Grands Prix d'un moteur tout neuf et il volait déjà à l'époque. Il a gagné 25 places ou 26 places sur le même week-end avec un sprint à... Donc il y avait une vraie différence d'avoir un moteur neuf parce qu'en fait il doit durer quasiment un quart de saison, hein, c'est ça? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que le moteur, il est utilisé dans une plage d'utilisation qui va l'user, on va dire. Okay, donc, et quand tu changes un moteur en fin de saison, plus tu le changes tard, plus tu peux lui tirer dessus parce qu'il n'a pas besoin de tenir, par exemple, 10 courses. Tu sais qu'il a besoin de tenir que 4 courses. Tu vas, au lieu d'être à... plus de risques, quoi. Oui, tu peux lui tirer sur... Rappelle-toi la belle époque où on utilisait un moteur par qualif. Hein. Mais alors, pourquoi les autres ne le feraient pas? Pourquoi tous vont pas... Est-ce qu'ils ont des réserves de moteurs? Est-ce qu'on en est où? Alors c'est pas ça le sujet. C'est que là, comme il est à l'arrière, tu as tout intérêt à changer le moteur là, parce que de toute façon, tu vois, il te coûte pas cher. Il te coûte pas cher ce changement. Moteur. Il fait partir en dernier. Tu es 18e, tu pars 19e. Bon, il y a eu. Il faut que j'imagine que le circuit aussi te permette de doubler, ce qui était le cas au Brésil. Si tu fais ça à Monaco, ça sert à rien. Bien évidemment. Bilan en 3e du championnat pilote, il se rapproche, Max, d'Oscar Piastri, qui n'est plus qu'à 25 points. En revanche, il accuse 49 points de retard sur Norris à 3 Grands Prix de la fin, bien qu'il y ait encore une course sprint en plus. Est-ce que vous croyez encore à ses chances pour le titre de champion du monde? Un petit mot peut-être avec Don Camillo. Je miserai sur lui à Las Vegas, low downforce, donc ça ils savent faire. Les McLaren seront moins à leur affaire. Très derniers Grands Prix, ça va être plus compliqué. Donc très peu de chance. Mais il est marrant, quoi. Aujourd'hui, il est complètement relax. Il dit on n'a rien à perdre, on y va, godasse de plomb et feu. Le choix des softs aussi loin de l'arrivée, il faut quand même le faire, quoi. C'est ça. Voilà, c'est nos limites, on y va et c'est très très sympa à voir. À écouter. C'est très sympa les commentaires. À écouter les commentaires avec son ingénieur de piste. À un moment donné, il dit fais gaffe, il y a quand même des pneus qui sont pas censés tenir. On n'a pas grand chose à perdre. Hein. Après, il change les pneus, il dit bon. De toute façon, maintenant, tu y vas. Hein. Mais tu n'as pas l'impression... moi, je suis assez impressionné. C'est ce qui m'a le plus impressionné, je dirais, sur toute la course. Oui, tout à fait. Et un petit bémol par rapport à ce que tu as dit. Moi, je trouve que ça a été un Grand Prix sympa. Quand tu vois la bagarre à Gasly, et il y en a eu plein d'autres partout. Donc, ça a été assez marrant comme Grand Prix, je trouve. Ouais. Justine, est-ce que tu penses que ton poulain a des chances de titre d'ici la fin de la saison? Très honnêtement, c'est très compliqué à dire. Moi, je pense qu'il va mener un combat jusqu'à la fin. Il a faim et on sent qu'il n'a pas peur. Et lui, il prend des risques. Donc ça, je crois vraiment au fait qu'il va essayer d'aller gagner les 3 dernières courses. Mais par contre, j'y crois si jamais les pilotes McLaren se tirent dessus. Exactement. Ce qui n'est pas improbable. Je peux voir un scénario. Déjà, le prochain, en effet, à Las Vegas, je pense que Max a une grande chance de pouvoir gagner ce Grand Prix-là. Je pense que les McLaren seront loin derrière. Mais par contre, pour les 2 derniers, je me demande s'il ne va pas y avoir un petit crash qui va un peu spicer up et
Est-ce que Piastri va revenir? Je suis pas sûre, mais Lando va peut-être craquer sous la pression quand il va arriver à la dernière ligne droite. Je pense que beaucoup de gens vont se dire que le titre va peut-être se jouer le week-end prochain, la prochaine course. Je me demande s'il va pas y avoir un petit craquage ou alors un Piastri qui va essayer d'aller cracher son coéquipier. Le gros risque, c'est qu'effectivement, chez McLaren, les points peuvent être divisés en deux, surtout. Et si on divise les points en deux en soi-même, même si, ce que j'ai regardé rapidement, si Verstappen gagne sprint et il reste un sprint, je crois, et course, et que Lando fait 2, Lando est champion du monde. Sur un fauteuil. Après, si effectivement Piastri commence à arriver et que les deux, pour un peu qu'ils s'éliminent tous les deux, qui ratent leur avion, des choses comme ça, voilà, là, il y a peut-être une chance. Ça arrive. C'est jamais arrivé, je crois, en Formule 1, qu'il y a un pilote qui rate le départ. Il y a des fois les voitures ça. Qui n'arrivent pas parce que les cargos se perdent des fois, mais ce serait dommage. Ou sont saisis. Oui, c'est vrai. Je me souviens de cette histoire. Alors, ton top cette semaine? Tu sais que moi j'ai toujours beaucoup de mal sur les tops, donc je savais qu'il fallait pas prendre Max parce que tout le monde allait le prendre. Je savais qu'il fallait pas prendre Norris. J'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre Kimi qui est mon. Non mais j'hésitais entre Kimi et Biermann, qui sont 2 rookies. Kimi il a fait une super course et d'autres l'ont choisi, donc c'est très bien. J'ai pris Biermann parce que pour l'ensemble de sa saison, je suis bluffé. Je pense que le rapport machine-résultat, c'est lui qui a le meilleur. De loin. Et face à Ocon, il est face à Ocon. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le trouve très, très impressionnant. Je le trouve sympa. Je le trouve frais. Je le trouve souriant. Je le trouve... Bon esprit. Il coche énormément de cases. J'espère qu'un jour, il sera champion du monde, tu vois. Avec Ferrari. Mais tu crois aux rumeurs, ça, qui remplace Lewis Hamilton? De l'Académie Ferrari. Ouais. 6e, on n'a pas dit sa place, belle performance. Qualifié 8e, il finit 6e, alors que son coéquipier, tu disais, Ocon n'est que 17e. Il a dominé Ocon quasiment toute la saison. C'est assez remarquable. Ça fait 3-4 Grands Prix qu'il le domine. Ocon commence à gentiment dire qu'il y a un loup dans sa voiture. Il a encore dit ce week-end à plusieurs reprises. Bon, je suis pas du tout un fan d'Ocon, mais il a dit de façon marrante. Il y a quelque chose qu'on comprend pas dans ma voiture. Voilà, c'est ça. Il est politiquement correct. Voilà. Moi, je suis pas un grand fan d'Ocon, mais quand même, c'est bizarre de le voir s'effondrer à ce point-là. Quand on regarde Biermann, la dernière fois, on en parlait. Pour moi, au début de l'année, c'est un gars qui a quand même rien fait d'extraordinaire dans les formules de promotion. Donc, on peut même se demander comment il est arrivé au volant de la F1. C'est vrai qu'il performe. C'est vrai qu'il est étonnant. Surtout sur une As. C'est peut-être le Quartararo de la F1. Un petit mot quand même sur les performances de nos Français, d'un autre rookie, Isaac Hadjar, rapidement, peut-être parti 5e, terminé 8e, Vas-y, donc Camille, je ne sais pas si tu... Moi, je dirais rien de spécial. C'est un week-end un peu neutre pour les Français. Pierre Gasly, quand même, qui est 10e avec une modeste Alpine. Son tracteur, je n'ai pas dit ça. Et il n'a pas pris d'herbe et tout. Donc... Non, je dirais non. Un peu mieux pour Alpine, mais on le savait. Et c'est pour ça aussi que l'histoire du moteur, c'est étrange. C'est pas vraiment un circuit de moteur, Interlagos. Donc, la preuve, c'est ce qui s'est passé avec les Alpines. Donc, comment? Il y a quand même une longue ligne droite. Oui, d'accord. Mais bon, je dirais un week-end très moyen pour les couleurs françaises. Et côté rookie, il y en a effectivement 2 autres qui se sont vraiment manifestés. C'est pas la première fois, donc pas mal. En tout cas, Gasly a su tirer profit d'une rare opportunité de marquer des points. Et ça montre encore une fois ses qualités en essai libre et en qualif. Et il a vraiment bien performé avec sa modeste Alpine. De mon côté, mon top, Laurent vous en parlait, c'est Kimi Antonelli. Pour moi, me fait plaisir pour ce rookie de 18 ans qui signe vraiment une belle 2e place derrière Norris lors de ce Grand Prix du Brésil. Et puis, il a aussi été second en course sprint. Il a vraiment brillé ce week-end. Il a vraiment loupé la pole d'Arien. Pour moi, c'était le seul adversaire de Norris ce week-end. Vraiment, ça me fait plaisir parce qu'on pouvait vraiment s'inquiéter par rapport à son début de saison brouillon et difficile. Il a vraiment dominé son coéquipier George Russell qui était nulle part ce week-end, moins qu'on puisse dire. Et on pouvait douter sur sa faculté à éclore au sein de l'écurie Mercedes avec la pression d'un top team. On a l'impression que la mécanique tout doucement est en train de suivre, de se mettre en place. Et ça donne raison à Toto Wolff d'avoir choisi ce rookie, ce qui était un sacré challenge. Et j'espère que l'année prochaine, il va surperformer. Allez, on enchaîne avec vos flops et on commence avec Gaël. Moi, mon flop, c'est Ferrari. Quoi. Là, c'est vraiment... ils ont touché le fond, ils ont trouvé une pelle, alors ils se sont mis à creuser. Ça va donc, Camille? J'écoute. C'est autant pas les pilotes, parce que Leclerc, pour le coup, il a pas de bol, mauvais endroit, mauvais moment. Il a fait une prestation plutôt honorable dans le sprint. Il s'est quand même
arraché pour les qualifs, que ce soit le sprint ou les autres. Et puis derrière, il n'y a rien qui va, quoi. Les étoiles ne sont pas alignées chez Ferrari. Alors, je ne parle pas d'Hamilton. Hamilton, c'est désespérant. Mais ce qui m'inquiète le plus pour Hamilton, ce n'est pas tant la course, où au final, de toute façon, c'est encore pas de bol, ça s'enchaîne. Mais c'est les qualifs qui sont catastrophiques. Et son verdict à lui, qui est de dire je n'ai pas réussi à faire chauffer les pneus. Comment c'est possible? Comment on peut être à ce point-là champion? On peut plus avoir l'excuse de dire c'est une nouvelle écurie. Là, il est aux 3/4 d'une année. Oui, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va vraiment pas. Donc, Camille, votre analyse, c'est vrai que le week-end était difficile. D'abord, à la course sprint, ils n'ont pas brillé. Hein. Leclerc 5e, Hamilton 7e. Leclerc, par contre, a plutôt bien performé parce qu'il a signé une 3e place surprise en qualif. Ce qui est vraiment dramatique ce week-end, c'est que la Scuderia, du coup, avec ce 0 pointé, perd la 2e place du championnat au profit de Mercedes. Et la 3e aussi. Et la 3e, parce que c'est Red Bull qui remonte. Ouais. Bon, de là en faire un flop, soyons clairs, hein, Lewis, c'est pas fini. C'est fait de course. Il y a Justine qui arrive derrière. Charles s'est fait de course, donc là, non. Maintenant, notre ami Fred, va falloir quand même qu'il s'inquiète un petit peu parce que la présence de John Elkann et de... Voilà, c'est pas compliqué. Hein. La présence de John Elkann et de Benedetto Vigna, donc le CEO de Ferrari, à la victoire au WEC, où là, clairement, c'est une saison exceptionnelle. Après 3 24 heures du Mans consécutifs, le premier titre depuis 53 ans, et une équipe qui clairement est soudée, qui s'entend divinement bien. L'écart entre les résultats est quand même un petit peu flagrant. Mais bon, je dirais que ce week-end, c'est plus les circonstances. Voilà. Lewis patauge dans la choucroute, ça il faut le dire, et c'est très triste pour le moment. Pardon, Justine, Oui, non, mais moi, c'est ça, c'est plutôt de la frustration, de la déception, parce que je trouve que Charles Leclerc avait fait une très belle remontada ces dernières semaines. On l'avait vu faire pas mal de podiums, et ça faisait du bien de revoir un peu des Ferrari qui prenaient des couleurs. Et là, quelle déception quand on le voit partir P3 et au final subir en fait un fait de course où il est pris entre Antonelli et Piastri. Et au final, perdre sa roue et abandonner, un double abandon Ferrari. En plus, il venait de se fiancer, ce qui a quand même fait le tour, le buzz global des réseaux sociaux. La bague, t'as fait briller les yeux. Hein. 500 000 €. Il y en a qui investissent, voilà, beaucoup d'amour. Mais non, c'était beaucoup d'argent, exactement. Plutôt. Oui, mais voilà, donc c'est plus des faits, comme tu dis, comme vous dites tous les deux, Gaël. Moi, c'est vraiment plus ça, parce que je pense que j'aurais aimé le voir sur le podium. Je ne sais pas si je ne l'avais pas mis même en prono. Et très grosse déception de ne pas le voir ici. Alors, plus qu'un flop, c'est bien de passer un peu moins de temps à faire du placement de produits, du marketing. Ouais, tu as bien raison. En tout cas, il méritait mieux parce qu'il il a surperformé en qualif. 3e, il sort de nulle part. Il est devant Piastri en qualif. Laurent et Alain, je crois que vous partagez le même flop, pas très original, on va le dire, mais il a droit à une volée de bois vert à chaque numéro presque dans Refait Laurent. Ouais, j'aurais eu envie de choisir la FIA parce qu'on a toujours du mal à savoir quelle pénalité ils vont mettre et comment ils vont les faire appliquer. Mais bon, du coup, j'ai pris Yuki. Alors, vous savez que j'ai été de ceux qui l'ont défendu quand ça allait mal et tout, en disant, il a un côté qui s'énerve, un peu comme Adjar. Adjar a ce côté un peu, il peut se mettre en colère, et moi ça me fait penser que, tu vois, c'est un peu McEnroe, quoi, tu vois, pour les plus vieux. Il peut sortir quelque chose, sauf que quand il y a quelque chose qui sort, c'est jamais en brillant. Si à chaque fois que j'ouvre la bouche, tu me dis move, j'arrête de parler, c'est plus simple. Hein. Mais non, je fais commande move parce qu'il gueule comme ça. Ouais. Allez, et donc, c'était pas pour toi, c'était pour Yuki. Donc du coup, non mais il a eu pas de chance, hein. Il n'y a eu pas de chance avec sa pénalité mal exécutée, le mécano. Mais il a été brouillon, il a touché, il a généré. À un moment donné, le mec, il a le coup près au-dessus de la tête. Il a un alignement de planètes avec Honda qui est prêt à payer un montant astronomique pour qu'il reste. Essaye de donner l'impression que tu vas rester pour ce que tu es capable d'apporter. Et je trouve ça dommage. Franchement, à ce stade-là, tu vois, il a juste à piloter. Il n'a pas besoin d'aller chercher Verstappen, il va pas y réussir. Personne ne va réussir à aller chercher Verstappen avec cette voiture. Donc essaye de piloter le mieux pour être juste, ramener un peu de points. Et ceux avant toi, ils n'ont pas ramené de points. Débrouille-toi pour être 8, 9, 10. 8, 9, 10 à toutes les courses. Voilà, c'est tout, rien de plus. Il a aligné pas mal de pénalités à sa décharge, mais c'est aussi ton flop, donc Camille. Hein. Oui, malheureusement, il fait partie du trio maudit entre Alpine, Stroll et lui.
ça fait fort, quoi. Il n'y a pas d'immunité possible, hein, contrairement à Stroll. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais en gros, globalement, je suis tout à fait d'accord avec Laurent, quoi. C'est pathétique, c'est dommage. On ne sait pas ce qui lui passe par la tête parce que c'est pas malin du tout. Et donc voilà, flop et sans commentaire particulier. 17e en course alors qu'il partait devant Max Verstappen, qui lui partait des stands, qui lui termine second. C'est juste... l'humiliation. Incroyable. Ça dépasse l'entendement. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mon flop? Pour moi, mon flop, c'est bien sûr Oscar Piastri. Un week-end difficile pour l'Australien. Abandon dès le sprint après un contact. Et qui laisse s'envoler Norris au championnat, qui lui a repris d'un coup 8 points après la course au sprint. Puis en qualif, il a eu du mal. Il n'est que 4e. Hein. Leclerc sur une modeste Ferrari, là. Ah, ça, c'est pour Camille. L'a dépassé. Et puis, en course, une pénalité de 10 secondes en raison d'un accrochage avec Antonelli. Alors déjà, on en parlait déjà avec Laurent il y a un instant. Que pensez-vous de la pénalité de 10 secondes attribuée par la FIA? Est-ce que vous pensez que Antonelli n'est pas responsable et que c'est effectivement Piastri qui doit se prendre 10 secondes? C'est lourd, 10 secondes. Hein, Laurent. Je pense que c'est un fait de course. Quand on regarde toutes les images de toutes les voitures, de l'intérieur, il faut encore regarder de l'intérieur. Toi, tu n'aurais pas mis du tout de pénalité? Non, j'aurais pas mis pénalité, ni à l'un ni à l'autre. Tu prends le risque, c'est un redémarrage. Le redémarrage est foireux. Regarde. Good job. Sorry. Merci. Very sorry. Non mais c'est un redémarrage. Le redémarrage est foireux de la part de Norris. Il repart limite il se fait rattraper. Donc il a déjà tout le monde. Ils sont tous derrière. Hein, ils sont 3-4 à vouloir lui mordre les fesses. Et ça a marché. Il arrive et il rentre à l'intérieur. Anthony lui laisse la place. Hein. Tu vois, il y a un trou. Il rentre dedans. Et en fait, Anthony, on le voit bien quand tu regardes la trajectoire. En fait, il a une trajectoire au dernier moment, il resserre. Et donc là, il met un coup de frein, il glisse. La question que je me pose, c'est s'il n'est pas glissé, on aurait dit que c'est Anthony qui avait fermé. Et donc, il n'y aurait pas eu cette histoire de je suis arrivé trop vite, j'ai pas glissé. En fait, c'est juste parce qu'il a mis un coup de frein pour éviter Anthony et que du coup, il le tape. Mais pour moi, ça se joue. On parle de 10 cm, hein, on parle de rien, hein, avec des voitures qui vont à 200 à l'heure à cet endroit-là. Donc je pense que c'est très dommage pour Leclerc qui n'y est strictement pour rien. C'est un miracle qu'Antonelli tape, fait ping-pong des deux côtés. Et qu'il arrive deuxième. Et qu'il arrive deuxième. Et surtout que l'équipe lui dise au bout de 3-4 minutes, bon, on pense que la voiture, ça va, quoi. On pense que la voiture, ça va. Du style, tu vois, mais ça a été long, quoi. Il a fait plus qu'un tour et demi presque pour qu'on lui dise ça. Donc alors, pour moi, oui. Je suis, encore une fois, ça fait partie de... Alors oui, c'est à cause de lui qu'il y a eu une voiture qui a dû arrêter. Donc voilà pourquoi certainement on a dû mettre les 10 minutes, les 10 secondes. Je suis allé chercher. Non mais je suis allé lire le rapport et tout. Mais je trouve ça nul. La semaine dernière, au Mexique, ils ont pas mis à Verstappen, ils ont pas mis à Leclerc, ils l'ont mis à Hamilton. Soit tu le mets à personne, soit tu le mets à tout le monde. C'est n'importe quoi. Ils nous font chier, la FIA. Bon, bref. T'exagères. Alors, est-ce que vous partagez la mauvaise humeur de notre ami Laurent en plateau et après donc Camille. Justine, Gaëlle. Non, moi je suis d'accord avec toi, c'est juste que par rapport à ce que disait Leclerc disait que c'était un peu honteux que la pénalité était attribuée à Piastri. Moi j'aurais peut-être été d'avis que ce soit sur Kimi aussi. D'accord. Quand même qui était un peu responsable. Parce que la victime en fait c'est Leclerc. C'est Leclerc, mais lui collatéral, c'est malheureusement il subit. Voilà. Mais je suis juste un peu d'accord sur l'inconsistance et l'incohérence. Et par contre je serais extrêmement déçue si le championnat se jouait sur ça par rapport à Piastri. Ça a énormément impacté sa course. Il aurait pu à mon avis terminer deuxième. Après Norris, ou alors je ne sais pas si Max aurait été là, mais et donc là par contre c'est vraiment des points très importants qui se jouent et donc c'est plus là petit point d'intention où la FIA joue un peu avec le feu parce que si on va parler tout à l'heure de Massa, du procès avec Massa, il ne faudra pas que ça reproduise quelque chose comme ça où du coup après laissez-les se battre. Laissez-les se battre. Gaël. Moi, il y a deux choses. Il y a le volume de la sanction. C'est 10 minutes, on l'a déjà dit avec Hamilton. C'est 10 secondes, pardon. C'est 10 secondes, on l'a déjà vu avec Hamilton. Ouais. C'est excessif. Ça pourrit totalement la course de quelqu'un. Et par rapport à ce qui s'est passé dans ce cas-là, comme dans l'autre, 10 secondes, 5 aurait peut-être été lui laisser une chance de faire quelque chose, le punir, mais lui laisser une chance. Après, il y a le règlement. Le règlement, il est super clair. La roue avant doit être à la hauteur des rétroviseurs pour qu'il ait la priorité. En l'occurrence, c'était pas le cas. L'autre pouvait refermer. Il est logique qu'il y ait un règlement et qu'il soit appliqué. Après, on peut discuter du règlement. Mais... C'est clair. C'est limpide, ça glisse tout seul. Donc, Camille. Oui, je suis un petit peu d'accord. 5 secondes, oui, 10 non. Voilà. Parce que 10, comme tu dis, aujourd'hui, tout est tellement resserré que tu mets 10 secondes à quelqu'un, c'est fini. Voilà. En tout cas,
En tout cas, une chose est sûre, il perd gros ce week-end au championnat et sème le doute sur sa gestion sous pression. Et il a été pas mal perturbé ce week-end, notamment suite aux déclarations de son patron, Zak Brown. Je vous rappelle sa déclaration qu'il préférait voir gagner Max Verstappen que de dire à l'un de mes 2 pilotes « Non, c'est toi qui vas gagner cette année ». Et puis on s'entend bien qu'il avait la pression aussi des proches de Red Bull, des proches de Verstappen, en disant « Mais tu es sûr qu'on suspecte qu'il n'y ait pas une équité entre les 2 pilotes ?» En tout cas, Norris a survolé. On l'a vu lors du démarrage après justement la voiture de sécurité lorsqu'il y a eu cet accrochage. Il était dans les échappements de Norris et puis Norris s'est envolé. C'est incroyable, la voiture, il volait ce week-end. De là à dire qu'il y a un petit quelque chose, je ne sais pas, mais voilà. Est-ce qu'en plus, le climat n'est pas à son avantage Oui. Alors, à la fois, je suis admiratif de ce que dit Brown, c'est-à-dire que Zak Brown, il dit quelque chose qui est magnifique. Il dit, on est dans une compétition qui est à un niveau extrême, on laisse la compétition, on veut que ce soit, mais tu vois, que le meilleur gagne. Toi, tu trouves ça noble? Je trouve ça exceptionnel qu'une écurie aille jusqu'à dire ça. Maintenant, la réalité, c'est comment ça se passe derrière. C'est vrai qu'il y a une culture de cette compétition chez McLaren. Il y a aussi une culture de la magouille. Toi, tu vas forcément me sortir les années Hamilton et Fernand. Donc, il va y avoir les années Prost-Senna. Donc, on sait qu'il y a eu, à certains moments, des ajustements douteux. Maintenant, là où c'est fou, c'est vrai que c'est pour Piastri, il faut se rappeler quand même que c'est sa 3e saison. Que ça reste un très très jeune pilote, même s'il a que 1 an de moins de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, que Norris. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Parce que Norris a commencé. Je crois qu'ils sont très proches. Ouais, je crois qu'ils sont proches. Mais Norris il a eu le temps de. Tu vois, et tu sais que des fois ça se joue. Tu vois, la maturité. Il y a une saison. Regarde Max. Max, il a eu un paquet de saisons. Allez, on va dire sales, pas belles. Tu vois, où il tapait, il poussait, et à un moment donné, il y a un déclenchement, et il est au-dessus de tous les autres, quoi. Donc, Piastri, c'est dur pour lui. Change your car. Ah oui, ça y est. Change your fucking car. Ça, je vois toi qui tu veux dire. Je reviens. Mais il n'est plus là. Est-ce que tu penses donc, Camille, de ton côté, qu'Oscar maintenant doit changer d'optique, sachant que, quitte à tout perdre, tout miser sur les Grands Prix qui viennent, et d'être un petit peu plus sale, justement? On se posait la question avant le début de cette émission, en discutant ensemble, donc Camille, avec l'équipe. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'opportunités à l'avenir d'être à nouveau champion du monde? L'année prochaine, on ne re-signe pas avec le même règlement. McLaren va repartir de zéro, donc c'est l'année ou jamais pour être champion du monde. Est-ce que ça ne va pas l'inciter à commettre l'irréparable dans les prochains Grands Prix? Sincèrement, j'en sais fiche trop rien. Mais si, vous le savez, mais vous ne voulez pas le dire. Moi, bon, il faut quand même pas oublier, moi j'ai de la peine à l'oublier, c'est que Zak Brown, c'est l'agent de Lando. En Formule 1, ça se joue à rien. Un dixième, on peut juste un peu toucher quelque chose, ça se voit pas. Donc voilà, ça peut. D'ailleurs, c'est des choses qui se disent dans le paddock. Donc maintenant, d'un autre côté, qui fait des fautes, c'est Oscar. Et peut-être qu'il fait des fautes justement parce qu'il y a ce petit truc là qu'il comprend pas et qui le rend nerveux. Voilà. Donc, difficile d'affirmer. Ce qu'il dit est très intéressant parce qu'en fait, moi, je suis absolument convaincu que les gars de chez Red Bull, mais aussi de chez Ferrari, font tout pour créer ce climat, pour faire courir ce type de bruit en disant tiens, mais tu sais, dans un petit dîner, vous étiez au courant que, et à mon avis, ils sont en train de favoriser Lando, pour créer, pour les déconcentrer, pour les rendre plus faibles. Et là, on fait le jeu de ça, en fait. Moi, je suis convaincu qu'ils ne sont pas en train d'essayer de faire gagner l'un ou l'autre. Et je trouve ça magnifique de la part de cette équipe McLaren qui, retenons-le aujourd'hui, d'un point de vue capital ou des hommes, n'a plus rien à voir avec la McLaren historique et qui, malgré tout, a pris à son compte l'histoire, les valeurs de McLaren et ils arrivent avec ces valeurs de dire on va les laisser se battre quoi qu'il en coûte. Ce qui n'est pas exactement le cas des 2 autres écuries concernées. Box. Voilà pour le débrief de ce Grand Prix du Brésil au classement du championnat pilote. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, McLaren, du côté de McLaren et de Lando Norris, ça s'envole. Il conforte sa première place en tête du championnat avec 390 points. Il reprend en un week-end 23 points, on l'a dit, à son coéquipier Oscar Piastri avec 366 points. Max Verstappen est toujours 3e avec 341 points et se rapproche du pilote australien à 25 points. Il accuse encore 49 points de retard sur Norris. George Russell demeure 4e sur Mercedes avec 276 points. Premier pilote Ferrari, Charles Leclerc, 5e du championnat avec 214 points.
suivi de son coéquipier Lewis Hamilton, 148 points. Là, c'est loin. 7e, le rookie Kimi Antonelli est 7e, donc avec 122 points. Devant Alex Albon, 8e sur Williams avec 73 points. Nico Hülkenberg est 9e face devant à Isaac, 9e place par rapport à Isaac Hadjar qui est 10e et premier français. Enfin, Esteban Ocon demeure à la 16e place côté français et autres français. Pierre Gasly est du 8e au classement constructeur. Il n'y a plus d'enjeu pour le championnat du monde, puisque McLaren est champion du monde, domine avec 756 points, mais qui sera 2e, voire 3e. Mercedes reprend donc, on l'a dit, la seconde place à Ferrari avec 398 points, suivi de Red Bull avec 366 points. On l'a dit aussi, la Scuderia dégringole à la 4e place avec 362 points. Williams conserve sa 5e place, 111 points devant Racing Bull, 92 points. Aston Martin est 7e, allez les Verts, avec 72 points devant Haas, 70 points. Et enfin Kick Sauber, 62 points. Alpine clôture ce classement avec 22 petits points. Donc, s'ils gagnent toutes les courses, ils peuvent encore être avant-dernier, Alpine. Hein. Oui, ça va être difficile. Mais regarde, ce qui est intéressant, si on regarde le classement constructeur, c'est qu'il y a quand même plusieurs compétitions dans la compétition. Ouais. Il y en a quelques-uns, il y a des places, tu vois, et Williams 5e, c'est un miracle. Alors, a priori, ils vont le rester, hein, parce que tu vois, mais derrière, tu as 62, 70, 72, enfin, tu vois, j'ai entre la 7, 8, 9, et ça change pas mal de choses, 7, 8, 9, hein. Allez, on va aborder un tout autre chapitre, celui du procès qu'ouvre Massa contre la Formule 1. Les amis, c'est une première dans l'histoire de la F1. En 17 ans après les faits, Felipe Massa réclame en justice ce qu'il considère comme son titre mondial. D'après les documents déposés à la Haute Cour de Londres, il accuse la FIA, donc la Fédération internationale automobile, et la FOM, hein, qui régit la Formule 1 et les droits, d'avoir volontairement étouffé l'affaire du Crashgate de Singapour en 2008. L'audience préliminaire s'est clôturée vendredi. Est-ce qu'on peut rapidement, j'insiste sur ce qualificatif, rappeler les faits, les amis, peut-être avec toi, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 à Singapour? Alors, le Crashgate, c'est simple. Pendant le Grand Prix de Singapour, Alonso a une chance de gagner le Grand Prix. Il a besoin d'un arrêt pour ravitailler. Et là, à ce moment-là, Rosberg, poum, se fait le mur tout seul dans la ligne droite comme un grand. Piquet. Et on apprend pas mal de temps plus tard, nous le grand public, que finalement, en fait, c'est un ordre de Briatore qui a dit à Piquet, crache-toi pour déclencher une voiture de sécurité. Alonso va gagner et Hamilton va finir 3e. Pendant cet arrêt, à ce moment-là, Massa, lui, va complètement foirer son arrêt. Et donc, comme il foire son arrêt, je crois qu'il finit... 16 ou 17, enfin, très loin. Ouais, il n'est pas dans les points. Même plus dans les points. Il finit loin. Il part avec il emporte il n'est pas dans les points. La lance à essence, à ravitaillement. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que si Alonso avait été déclassé, il marquait 2 points. 2 points seulement. Par contre, Hamilton passait second. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Ouais. Voilà, une manœuvre donc, on a su 1 an plus tard, durant la saison suivante, donc à Muy, que effectivement Flavio Briatore avait orchestré cela. Et, on parlait de magouille. Et ça a valu l'exclusion à l'époque à vie, même s'il a fait appel, du sport automobile. Donc Ami, c'était extrêmement grave ce qui s'était passé à l'époque. Oui, ben c'est ça aussi les arguments côté Massa, même si on peut se dire, écoute, calme-toi, hein, ça s'est passé en 2008. Bon, je ne sais pas quand il y aura prescription, mais il ne faut pas exagérer. Même si c'est Felipe Massa et même quand on sait dans quelle écurie il roulait. Voilà, Flavio, c'est magouille, mais tout a été fait trop en retard, ça a été trop lent. On a su qu'un an après. Comment? On a su qu'un an après. Oui, mais c'est pas ça qui a déclenché. C'est pas ça qui a déclenché. On va y arriver. Regarde d'abord les déclarations de l'avocat de Felipe Massa. Je le cite, qui affirme que les dirigeants de la Formule 1 avaient participé à une dissimulation délibérée. C'est ça qu'il reproche du crash de Nelson Piquet Jr. lors du Grand Prix de Singapour. Voilà la citation exacte de l'avocat de Massa. Il n'est pas exagéré de dire que le crash délibéré a été l'un des incidents de manipulation sportive les plus graves dans le sport mondial, non seulement parce qu'il s'agissait d'une tentative flagrante d'interférer dans la course, mais aussi parce que cet acte délibéré mettait en danger la vie des spectateurs et du pilote lui-même. Ce qui s'est ensuite produit, c'est la dissimulation délibérée du complot.
visant à provoquer un crash de la part de ceux qui avaient la responsabilité de protéger l'intégrité de la F1, conspirant intentionnellement pour étouffer l'un des scandales les plus graves de l'histoire de la Formule 1 et du sport. Massa affirme notamment que Bernie Ecclestone, patron de la FOM, et Max Mosley, patron de la FIA, étaient au courant en 2008 de la tricherie avant la fin de la saison. Il s'appuie pour cela sur une interview donnée par le grand argentier de la F1 sur le site F1 Insider en 2023. Voilà ce qu'il aurait déclaré. Bernie, nous avons décidé de ne rien faire pour éviter un scandale, mais selon les règles, nous aurions dû annuler le Grand Prix de Singapour. Dans ce cas, Massa aurait été champion du monde. Entre-temps, bien sûr, Bernie, par l'intermédiaire de son avocat, a fait savoir qu'il ne se souvenait plus avoir donné cette interview. Alors, a priori, ce n'est pas une interview filmée, donc on n'a effectivement pas de preuve visuelle qu'il ait dit ça. Ouais. Alors, quels sont les arguments de la défense? Ça vous intéresse ou pas? Ou vous voulez les résumer? Alors, je les lis. Ouais. Alors, ils ne vont pas du tout sur le terrain du... Je dirais de savoir si du fond, hein, ils sont sur le terrain de la performance. Voici ce que dit l'avocat d'Ecclestone. La mauvaise performance de M. Massa dans cette course n'était pas liée au crash, mais pas plus que la bonne performance de Lewis Hamilton. Aucun des deux n'était au courant du stratagème de Renault. L'avocat de la FOM, donc de la F1, était encore plus sévère. Cette procédure ne permettra pas à M. Massa d'obtenir le trophée qu'il désire, et les seuls gagnants d'un nouveau cycle judiciaire de 12 à 18 mois seront les avocats. Le simple fait est que tant que le Grand Prix de Singapour que sur l'ensemble de la saison, M. Hamilton a mieux performé que M. Massa et que tous les autres. Il n'y a rien d'inhabituel ni d'injuste à cela. M. Massa a simplement eu la malchance d'affronter l'un des plus grands pilotes que ce sport n'ait jamais connu. Et ni lui ni personne d'autre ne pouvait battre M. Hamilton sur l'ensemble de la saison. Ouch, ça fait mal. Hein. On attend maintenant, Gaël, la décision de la Haute Cour de Londres pour savoir si les allégations de Massa sont recevables. Et là, il y aura un vrai procès. Mais la vraie question, et c'est ça la question de fond, monsieur, et donc Camille le disait tout à l'heure, savoir s'il y a véritablement prescription ou non. Moi, je pense que la prescription, oui, alors on peut en parler, mais ça, c'est du droit anglais. Pour le coup, je ne suis pas spécialiste du tout en droit anglais, c'est assez compliqué. 6 ans. Mais en fait, lui dit que c'est à partir du jour où il l'a appris. Donc, ça décale et qu'il a appris l'interview de Ecclestone. Donc, on n'est pas 2013, un an après. En 2023. 2023. Donc là, on serait dans les 6 ans. On serait plus hors délai. Ça semble un peu tarabiscoté. Et il y a un truc qui, moi, me dérange, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'au départ, Massa, il essaye juste de récupérer une indemnité. Exactement. Il essaye de récupérer du pognon. Et là-dessus, il n'a pas totalement tort. Essayer d'avoir du pognon, mais il aurait dû le faire avant, parce qu'il y a un préjudice, effectivement, et ça a changé un peu le cours des choses. Mais ce qui est très gênant dans cette histoire, c'est que il part du principe que cette course aurait dû être annulée. Ouais. Or, rien ne dit dans les statuts de la FIA que cette course aurait dû être annulée. Plus probablement, on aurait pu, a posteriori, disqualifier Fernando Alonso et toute l'équipe Renault, et auquel cas, Hamilton aurait quand même été champion du monde. Ouais. En tout cas, la FIA est une fédération, au niveau sportif, est une fédération internationale, et dans ses statuts, il est prévu que il n'y a pas forcément d'annulation possible, et une décision judiciaire ne peut pas revenir sur une décision sportive, a priori. Hein. Tout à fait. Et ce que dit Gaël est très intéressant, parce qu'on s'est tous posé la question à Abu Dhabi 2021 quand même, pourquoi Mercedes ne s'est pas battu? Et en fait, contre Max Verstappen et Red Bull. Ouais, contre Michael Massey en l'occurrence. Ouais. Et c'était pour une raison toute simple, c'est qu'au pire, ils auraient obtenu l'annulation de cette course. Et cette course annulée rendait, quoi qu'il en soit, Max Verstappen, qui avait un point d'avance avant la course, champion du monde. Donc ça aurait été le contraire, c'est-à-dire que Hamilton aurait eu un point d'avance, ils auraient attaqué. Mais là, ça aurait été juste, comme disaient les Anglais, tu vois, c'est put it on the fan, un truc comme ça, l'expression. Donc ça aurait rien apporté, ça aurait juste apporté plus de troubles au sport. Donc ils ont préféré dire, parce que là, la faute venait pas d'un des pilotes, mais venait de l'administration, de la FIA. Donc il fallait effectivement annuler la course s'ils avaient... Donc Camille, le Brésilien, tu le disais à l'instant, Gaël, réclame 64 millions de livres, soit 72 millions d'euros de dommages et intérêts aux trois parties, la FIA, la FOM et Bernie Ecclestone, pour préjudice moral et financier. Comment tu peux expliquer de ton côté, donc Camille, pourquoi Ferrari n'a rien dit à l'époque? Ouais, j'avoue, mystère. Moi, je suis d'accord avec Gaël. Hein. Peut-être que le seul souci de Felipe Massa, c'est obtenir de l'argent. Je suis d'accord avec l'avocate de la partie adverse qui dit les gagnants seront les avocats parce que, quoi qu'il arrive, ils vont prendre des honoraires
plutôt sérieux. Bah ouais, 110 millions d'euros. Alors pourquoi Ferrari n'a rien dit? Voilà, je suis pas à la tête de Ferrari, je ne sais pas ce qui s'est dit. Il faut se rappeler, donc Camille, qu'un an après, donc c'était en 2009, Fernando Alonso signe chez Ferrari. Ouais, ça me paraît aller un petit peu rien. loin. Pourtant, c'est mon chouchou, mais bon. De rajouter 15 couches, sincèrement, je ne sais pas. Mais Fernando, il y est pour rien dans cette affaire. C'est pas lui qui est au volant. Voilà. Non, mais il est au courant, il a couvert... Si Ferrari avait porté l'affaire en justice, ça aurait pu compliquer le transfert. Après, dans l'histoire de la Formule 1, des fois où une écurie aurait pu porter réclamation, je ne vais pas jusqu'à aller en justice, porter réclamation, il y en a plein. Alain Prost, il aurait 2 ou 3 titres de plus si ses écuries avaient fait... donc, tu vois, avec l'essence frelatée. Donc, on sait que les écuries, elles ne sont pas chaudes pour aller attaquer. Alors que là, c'était parce que c'était un gain pour le pilote et pas pour elle. Donc, tu vois, là, Ferrari, ça changeait pas grand-chose. Oui, et puis je ne vois pas pourquoi Ferrari aurait caché quoi que ce soit, parce qu'il faut se souvenir que Nicolas Todt est l'agent... de Felipe Massa, qui est notre autre, on le voit là-dessus, que aussi l'agent aujourd'hui de Charles Leclerc, et qui est le fils de Jean Todt, qui était à l'époque à la tête de Ferrari. Et puis il y a eu quand même une image volée pendant ce Grand Prix du Brésil, où dans les paddocks du circuit de Sao Paulo, Massa et Eccleston se sont croisés, se sont même serrés la main, comme quoi ils sont beaux joueurs, mais ça risque peut-être de coûter cher. On attend la décision en tout cas de la haute cour de justice de Londres, de savoir effectivement si ce dossier est recevable. Si c'est le cas, il y aura un procès. 72 millions pour la Formule 1. Les 3 cités, c'est de l'argent de poche. Oui, mais ça pique un peu quand même. Non, même pas. Je crois pas. L'image de la F1 qui va être impactée. Non, je crois pas. En termes d'intégrité, pour moi, c'est à la limite, ce qu'il devrait faire, c'est dire, tu vois, on fait une transaction maintenant, il retire sa plainte, personne n'en parle, en disant... Tu penses qu'il y aura une transaction secrète? S'il y a une transaction secrète, moralement, ça peut aussi avoir un impact aussi. Mais bon. Ça grandit pas, son chèque. Ça grandit pas, d'un côté, au début, je me suis dit, Massa se dessert, il est encore moins crédible, ça le ridiculise un peu. Mais d'un autre côté, Massa, il en était à faire du stock car au Brésil, plus personne parlait de lui. Il revient au cœur de l'actualité et dites du mal, dites du bien, mais parlez de moi, c'est l'essentiel pour faire du pognon. 72 millions de dollars. Même s'il perd, il est revenu au cœur de l'actualité, il aura fait parler de lui, il a mis le doute, il va sans doute et on se rappelle de lui qu'il est à ça d'avoir été champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, il veut gagner de l'argent, mais il veut surtout qu'on se rappelle que c'était le meilleur pilote de 2008. S'il gagne financièrement, si ça va jusqu'au bout, et si on lui donne entre guillemets la somme qu'il réclame, moralement, il est champion du monde, même si sportivement, il l'est pas. Je suis désolé, mais c'est le cas. Oui, mais ça, on s'en fiche. L'histoire ne retient pas. Mais la morale, c'est pas important. Qu'est-ce qui est marqué sur Wikipédia? Et Louis, d'ailleurs, on a demandé à Lewis Hamilton. 2021, Hamilton est champion du monde pour moi. Je suis d'accord avec toi. Allez, on passe à votre rubrique préférée, à savoir le quiz F1. Laurent disait, heureusement Guillaume n'est pas là, donc vous avez une chance de gagner cette semaine. Place maintenant à notre traditionnel quiz. Cette semaine, cap sur le pays de la samba et de la F1, à savoir le Brésil. De nombreux pilotes Auriverde ont brillé à domicile devant le public entrant. À vous de les deviner. Comme chaque semaine, le principe, vous le connaissez. 4 indices, un pilote à trouver. Si vous répondez avant, vous êtes éliminé. Et à la fin, une question subsidiaire pour départager nos champions du jour. Et c'est parti pour le quiz F1. Est-ce que vous êtes prêts, madame, messieurs? Brésil. Je suis un pilote brésilien ayant remporté le Grand Prix du Brésil. Qui suis-je? Premier indice. Je suis célèbre pour avoir couru pour les écuries Lotus et McLaren. Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. C'était un piège. Bonne réponse de Don Camillo. 4 points. Aussi, hein. Bah oui. Comment ça va la régie? Bravo. La régie, ça va? Ça va bien, écoute, ça va bien. Ils ont l'air d'aller bien. Ils sont à fond. Il y a quand même les couleurs de McLaren. J'ai vu, il y a ça qui... J'ai été pendant longtemps le plus jeune champion du monde de F1 jusqu'au sacre de Fernando Alonso. J'ai remporté le tout premier Grand Prix du Brésil de F1 de l'histoire en 1973 et j'ai été le premier champion du monde brésilien en 1972. 4 points pour Don Camille. Je suis un pilote brésilien ayant remporté le Grand Prix du Brésil. Attention, mesdames, messieurs. Premier indice. J'ai remporté le Grand Prix du Brésil à 2 reprises. Senna. Non. Je suis triple champion du monde de F1. Piquet. Nelson Piquet Piquet. Bonne réponse. L'un du cas. J'ai été, au début des années 80, le rival numéro 1 d'Alain Prost, avant Senna.
pour le titre. Et mon fils est également devenu pilote de F1, mais je connaissais. il a moins marqué l'histoire pour des bonnes raisons. Nelson Piquet. Mais son petit-fils. Et son petit-fils, sa petite fille. Sa petite fille. Je mets une pièce 7 sur la petite fille. Je suis à nouveau un pilote brésilien victorieux au Grand Prix du Brésil. Indice numéro 1. J'ai remporté le Grand Prix du Brésil en 1991. Senna. Ah oui. Ah non. Et oui, Ayrton Senna, bonne réponse. Mais Trop fort. Guillaume sort de ce corps. C'est des périodes. donc, bravo, 80, ils ont fait bien les Brésiliens. 70, 80, bah ouais. 90. J'ai remporté une mal. seconde fois le Grand Prix du Brésil en 93. Je suis triple champion du monde. Et je suis de loin le pilote de F1 brésilien le plus. Non, mais en fait, célèbre. nous, on se retient parce que le pauvre avec Ferrari, c'est difficile. Ah, il faut donc, compenser, Ça, hein. c'est j'avoue, quelque chose. vous êtes Il faut mais compenser. super gentil. Ah, t'as vu, on a vraiment Ouais, le pied sur le ouais, front. Ouais, là, c'est- vraiment. Cette c'est empathie, génial. là. Tellement d'empathie, ça fait. Allez, à nouveau un pilote brésilien victorieux au Grand Prix du Brésil. J'ai remporté le Grand Prix du Brésil à 2 reprises. Bah, il reste Massa, hein. Bah oui. Felipe Massa, Ah, bonne réponse, la donc fait le tour, Camille. la fait. C'est un carton sans plat. faute. Carton C'est plat. rapide, Tu c'est dis tellement Brésil. rapide. En 2009, je suis victime d'un grave accident lors du Grand Prix de Hongrie. En 2008, lors de ma seconde victoire, je perds le titre mondial d'un point, on en parlait à l'instant. Et j'ai piloté pour Sauber, Ferrari et Williams. En régie, ça fait... qu'est-ce que... Moi, je pense que là, 15 c'est un- points pour Alain, Bravo. si je dis pas de bêtises. Non, je je crois crois que- que même c'est un sans faute, c'est 16 ou 15 Bravo. ou 16, peu importe. Allez, pour le sport, je suis un pilote brésilien encore. Je n'ai pas dit qu'il avait gagné le Grand Prix du Brésil. Bortoleto. Donc je n'ai jamais remporté C'est le vrai. Grand Prix du Brésil. Mhm. Et D'accord, en plus- il faut prendre des risques pour revenir. Vous pouvez encore revenir, difficile. En 2002 et 2004, je suis vice-champion du monde. Brésilien, 2002-2004, vice-champion du monde. Ah, je vois sa tête. Bah oui, bah ça me fait une belle jambe. J'ai démarré ma carrière chez Jordan Grand Prix, brésilien. Eh oui. Il a failli se faire très mal à Imola, Ouais. la veille de la mort de Ayrton Senna. Ratzenberger. Non, mais non, donc il a volé. Barrichello. Barrichello. Ah, ouais. Ah, c'est ça, Rubens Barrichello. Il va vous tous mettre Fanny, hein, Ouais. les amis. Encore une bonne réponse dans Camille. Et j'étais longtemps le coéquipier de Michael Schumacher, notamment en 2002-2004 chez Ferrari. Vraiment, on l'avait oublié, lui, tellement. Oui. Du coup. C'est dur quand même. Allez, je suis un pilote brésilien et je n'ai pas remporté loin de là le Grand Prix du Brésil. Je suis né à Sao Paulo. Ok. J'ai été sacré champion en F2 et F3. Bortoleto. Oui, il est Ouais. pas. Vous n'êtes pas Fanny, Gabriel Bien, bien, Bortoleto. bien, Bonne bien. Je sais pas réponse. s'il de était né à Justine. Sao Paulo ou pas. Ok. Ouais. Là, il a fait un terrible Et mon week-end. manager, le pauvre. c'est de loin le génial Fernando Alonso. Fernando Il faut quand même le Alonso. souligner. Et en 2026, je serai un pilote Audi. Dans la régie, il n'y a pas photo. Ah, c'est serré, hein. Ah 17-3. Voilà. Bravo. Question subsidiaire pour la beauté du geste. Combien de victoires a Ah. remporté Ayrton Senna durant sa carrière? Le plus proche gagne. Allez, on commence avec Laurent. 41. Comment tu sais ça? Il a regardé mes fiches. Justine. 50. Gaël. Aucune idée. 52. 51. Et c'est 41. Bravo, Bravo. Laurent. Bravo. Laurent. T'as écouté ça dans l'émission, il a dit, Lionel? Non? C'est un chiffre. Allez, d'Ayrton Senna, on va encore en parler dans la minute instant. Oui. La ferveur pour Ayrton Senna est toujours aussi présente au Brésil, en marge notamment du Grand Prix de Sao Paulo, mais aussi dans le cœur des pilotes, à l'image, regardez, du casque hommage de Lewis Hamilton. Magnifique ce casque qui reprend le jaune mythique de Lewis Hamilton, de Ayrton Senna, et affublé de son numéro 44. Et on sait qu'il a beaucoup compté dans la carrière et dans l'inspiration de Lewis Hamilton. Si vous aimez Ayrton Senna, je vous invite à regarder notre spécial Senna en compagnie de Lionel Frassard, très fier de cette émission, tout en émotion, où le journaliste revient sur son amitié avec le pilote brésilien. Je vous le disais en préambule de cette émission, déjà 150 000 vues rien que sur YouTube. Elle fait un carton. Allez, autre pilote qu'on voulait un petit peu montrer et qui est beaucoup critiqué dans cette émission, montrer qu'il est vraiment très, très rapide. Regardez, en tout cas le plus rapide du paddock, vous allez le reconnaître, c'est Yuki Tsunoda. Très rapide. Rapide.
problème, c'est que c'est le plus rapide, mais à pied. Peut-être une reconversion possible. Et puis regardez, ça commence à teaser du côté d'Audi. Quelque chose se prépare. La question, c'est quoi? Une voiture se dessine au loin. Voilà, la future Audi est en train de se dévoiler. On en saura peut-être plus dans quelques jours ou dans quelques temps. Et soyez au rendez-vous dont on refait la F1. Allez, face à vos pronos. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs deux bonus exceptionnels. D'abord, le bonus numéro 1. Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et Et le bonus numéro 2. Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code AURELF1. Comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code AURELF1. Pour profiter des 10 € supplémentaires, vous placez votre premier pari. Et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez vous inscrire sur winamax.fr, renseigner le code AURELF1 directement au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description. C'est en dessous de la vidéo. Cliquez s'il vous plaît. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que c'est un jeu et qu'il est strictement interdit aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax de soutenir cette émission. Allez les amis, on revient sur vos pronos du Grand Prix du Brésil de la semaine dernière, il y a 15 jours même. Oui. J'avais mis en Ferrari. Je vais pas changer. Je pense que Norris doit continuer sur sa lancée pour encore appuyer fort et faire mal à la concurrence. On sera au Brésil et Verstappen il sera dur à battre, donc il va quand même être deuxième. Et allez. Je vais peut-être en surprendre plus d'un. Hamilton en troisième. Brésil, il peut pleuvoir, il est bon sous la pluie. Il va nous faire un beau Grand Prix. Moi, je vais mettre Max Verstappen en premier, deuxième Lando et troisième Charles Leclerc. Et pourquoi tu tousses tonton? Excusez-moi, je suis en PLS. C'est le podium de ce week-end, mais inversé, donc il n'y a pas de... Alors, du côté de Tifosi, est-ce que tu vas remettre une Ferrari sur le podium? Non, ça va mieux quand je ne l'aime pas, donc je ne vais pas la mettre. Donc, je vais dire, très classique, Lando, Max, Oscar. Je mets Lewis Hamilton, premier. Deuxième, Oscar Piastri. Troisième, Max Verstappen. Et de mon côté, je mets Max, Lando et Russell. Oh, c'est dur, hein, cette saison. Il est temps que ça arrête. Allez, on va essayer de se rattraper cette semaine avec vos pronos pour le Grand Prix de Las Vegas qui a lieu dans 15 jours et on commence avec l'Euro. Allez, Gaël est à l'écran, on commence avec Gaël. Allez. Alors moi, je vais dire Verstappen, histoire de ramener un peu de suspense. Norris en 2, parce que je pense qu'il est bien en ce moment. Et je lâche rien, je persiste. Hamilton en 3, parce que je veux qu'il ait un podium avant la fin de l'année. Bien. Laurent. Verstappen, Piastri, Norris. Justine. Je pense pas que les McLaren vont être bonnes. Je vais mettre Max, Leclerc. Tu vas y arriver. J'hésite entre Antonelli. Pas mal. J'hésitais avec Russell, mais là, tu vois. Ouais. Donc Camille. C'est Justine à l'envers. Donc moi je mets Max, ça c'est normal. Low down force, ça va aller. Je mets Kimi parce que Mercedes était très bonne l'année dernière. Et Piastri, voilà. Et je mets pas de Ferrari. Et moi je vais faire Max, je vais faire Kimi et je vais faire Leclerc. Ouais, on n'est pas loin. J'hésitais avec ça, moi. Et je ne sens pas les deux pilotes McLaren. Moi non plus, je sais pas, pour Las Vegas, je ne sens pas. Rendez-vous dans 15 jours pour les résultats. Merci les amis, merci Laurent, merci Justine, merci Gaël, merci donc Camille de participer à cette émission. C'est la fin d'En refait la F1, vous l'aurez compris. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission, vous allez voir, elle sera sympa, je ne peux pas vous en dire plus, sur nos chaînes YouTube en tout cas, et Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner encore une fois à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas les petits pouces. À la semaine prochaine. Ciao les amis et vive la F1.